Ok, très bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre session virtuelle Our Identity Days, l'IGA pour le cloud, dans le cloud et depuis le cloud. Aujourd'hui, en fait, nous avons 45 minutes de bonnes idées pour vous aider à instaurer avec succès et répondre au challenge de la gestion des identités. Le sujet d'aujourd'hui est de faire face aux changements extrêmes, c'est-à-dire mettre l'accent sur le cloud et qu'est-ce qui vous correspond le mieux dans votre ou depuis le cloud ou dans le cloud dans votre initiative d'IGA. Nous savons très bien que le marché est en train de changer et qu'il a obligé de nombreuses entreprises et organisations à revoir un petit peu leur façon de travailler. Il existe une pression pour réduire les coûts globaux, comme la gestion des applications on-prem, complexes soient-elles, les data centers, mais les organisations ne peuvent pas sacrifier les exigences de sécurité ou de conformité lorsqu'elles ont des initiatives de migrer vers le cloud. Nous allons justement parler de tout cela aujourd'hui et mettre en avant les stratégies cloud que nous observons chez One Identity et en général aujourd'hui. Donc, je suis Hicham Bouali, je fais partie donc de l'équipe de management des pre-sales niveau IMEA chez One Identity. Je suis aussi IAM Solution Architect. Ça fait 7 ans que je suis chez One Identity, où par le passé aussi j'ai occupé le poste de Professional Services afin de mettre en place nos différentes solutions auprès de nos clients. Donc justement, le sujet sur le cloud, c'est un sujet qui est très intéressant et compte tenu de tous les changements que la plupart des organisations aujourd'hui commencent à subir, nous avons une excellente occasion aujourd'hui et surtout avec ce qu'on est en train de vivre, d'analyser, de comprendre comment nous allons travailler, comment nous pouvons mieux le faire, comment nous pouvons, je dirais, nous adapter à l'avenir, mais aussi comment nous pouvons offrir un meilleur service à nos clients. Avec toute l'attention portée à la transformation numérique au passage au cloud, il est difficile de distinguer de la publicité, je dirais, de la médiatisation de la réalité, en particulier lorsque la gestion des identités est concernée. Donc, est-ce que une solution purement SaaS vous convient-elle ou bien est-ce qu'une solution qui est hébergée dans le cloud, qui est en cloud hosted, c'est quelque chose qui convient le plus, ou tout simplement, est-ce que vous devez vous assurer que les applications et ressources cloud sont gérées et prises en charge par votre plateforme IGA de la même manière que vous prenez en compte aujourd'hui donc les applications on-prem. Donc dans l'agenda de cette conférence, nous allons aborder ces points-là. Nous allons mettre le focus et aider justement les organisations, vous aider bien entendu à choisir quelle est la meilleure approche qui vous correspond ou peut-être une combinaison de différentes approches que l'on va regarder. Je voulais commencer un peu par une description de pourquoi le cloud, pourquoi les entreprises donc vont vers cette migration dans le cloud et donc par la suite voir comment appliquer donc la gestion des identités, comment appliquer le monde IGA et le monde de PAM dans cette partie de cloud. Donc des analystes donc nous fournissent quelques chiffres notamment sur l'utilisation des clouds. Donc il y a 94% aujourd'hui d'entreprises qui utilisent des clouds, soit en application SaaS, soit en utilisant des plateformes d'infrastructure cloud pour héberger justement leur infrastructure et leur application. Nous avons mené une recherche avec Dimensional Research où nous avons constaté qu'il y avait 95% de clients qui ont un AD ou un Azure AD, des équipes bien sûr qui sont bien construites pour gérer cette partie cloud. Donc le cloud est partout en ce moment et les entreprises, je dirais, investissent beaucoup d'argent dans cet élément de la transformation digitale. Mais seulement 18% des entreprises impliquent la sécurité dans ces initiatives. Très probablement parce qu'elles estiment que la sécurité les ralentit. Les applications dans le cloud sont un élément absolument majeur dans la transformation numérique. Elles ont besoin d'une gestion d'identité, elles ont besoin, bien entendu, d'être gérées, d'être gouvernées, elles ont besoin d'être provisionnées, donc elles ont besoin aussi d'être auditées. Et quand nous parlons effectivement de la gestion des identités, je veux en fait aujourd'hui principalement parler de fonctionnalités ou de quelques fonctionnalités différentes. Donc la gouvernance et l'administration de l'identité, ce qui est nommé par l'IGA, qui comprend donc toutes les activités nécessaires pour gérer, je dirais, le cycle de vie d'un compte ou d'une identité, et bien sûr pour prouver que l'accès et l'administration de ce cycle de vie sont effectués
la bonne manière. Et puis, il y a aussi la gestion des comptes privilégiés ou des comptes à privilèges, qui sont ces mêmes fonctionnalités, mais qui se concentrent sur les comptes administratifs, sur les comptes ayant donc des hauts privilèges. Quelles sont les initiatives? Pourquoi quels sont les facteurs, je dirais, qui poussent les entreprises à aller justement dans le cloud? Donc, ce sont des facteurs qui sont, je dirais, très connus en termes de réduction de coûts, en termes d'amélioration de l'agilité, l'évolutivité et la flexibilité sur l'architecture. Donc, on a cette possibilité d'augmenter, de réduire les ressources en besoin de l'entreprise. Et bien sûr, donc la disponibilité, la haute disponibilité des données, des applications avec un disaster recovery. Donc, on peut reprendre l'activité s'il y a un problème ou une panne majeure. Bien sûr, un des facteurs aussi importants, c'est la maintenabilité et l'accessibilité. Il est plus facile, bien entendu, quand on parle de cloud, d'applications SaaS, de maintenir les applications et bien sûr d'offrir cette expérience utilisateur et cette accessibilité pour nos utilisateurs. Maintenant aussi, en termes de process, je dirais classique pour la migration dans le cloud, il est bien sûr des workshops pour comprendre un petit peu le métier, pour comprendre le business, pour comprendre le besoin et le processus de l'entreprise. L'évaluation, bien entendu, des ressources et applications pour déterminer qui peut être migré dans le cloud. On sait bien entendu qu'il y a des applications qui peuvent être migrées, d'autres qui ne peuvent pas avoir une version tout simplement cloud. Je pense notamment au mainframe par exemple, je pense aux bases de données propriétaires. Donc il y a pas mal d'applications qui peuvent pas être aujourd'hui aussi migrées. La consistance et la cohérence des données à migrer, donc notamment beaucoup dans cette démarche de migration, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup d'épuration, je dirais, de la donnée avant de la publier dans le cloud. On passe par une phase de design et de l'implémentation ainsi que la gestion de la gouvernance. Mais ce qui manque en fait dans tout ce process, c'est la partie sécurité. Donc où est-ce qu'elle est la sécurité? Où est-ce que se positionne aujourd'hui la sécurité dans ce process? Donc, cette migration vers le cloud, donc commence aussi graduellement pour les entreprises. On commence à mettre en place des applications dans le cloud. Maintenant, avec la multitude aussi de plateformes et d'infrastructures, donc on va retrouver le multi-cloud. On a les Amazon Web Services, on a les Azure, on a les Google Cloud. Donc, il va y avoir multi-cloud aussi qui vont parfois être déployés pour le même client. On parle aussi de beaucoup de hybrides multi-cloud où l'on va bien sûr introduire les clouds privés et les clouds publics pour bénéficier des avantages, je dirais, des deux. Et bien sûr, donc, une précipitation vers la sécurité, je dirais, de ce mode hybrid cloud. Maintenant, quelles sont les tendances qui poussent vers le mouvement ou qui poussent vers cette migration dans le cloud? Donc, c'est notamment la digitalisation, le travail, bien sûr, à distance, le RPA, donc il y a pas mal de fonctionnalités. En termes de challenge que l'on rencontre justement dans ce monde hybride multi-cloud, c'est la notion, je dirais, des 4 V, le volume, velocity, variety and value, la qualité des données. Donc, on veut s'assurer que les données que l'on va migrer soient cohérentes et consistantes, comme on l'avait dit dans les slides précédents. Je dirais, les outils multiples de sécurité. Donc, on va avoir des modèles qui sont différents. On va avoir des modèles propriétaires à un fournisseur de cloud qui sont complètement différents d'un autre, des interfaces qui sont complètement différentes, des équipes parfois qui sont complètement différentes. La compétence des équipes, donc aussi ça c'est un challenge que l'on rencontre dans ce mode hybrid cloud. Et bien sûr derrière toute la partie risque, bien entendu. Donc on a le risque quand on publie et on expose nos informations à un monde extérieur. En termes de solutions, je dirais il faut suivre son identité, donc par la mise en place d'un IDP par exemple pour suivre l'exécution, suivre l'authentification de nos identités, mettre en place une seule plateforme d'IGA pour la gouvernance des accès à tout ce mode hybride multi-cloud, avoir contrôle sur l'Azure
et l'Azure AD ou le déploiement de l'Azure et l'Azure AD, comme on avait vu dans les slides précédents. Il y a donc beaucoup d'entreprises, il y a 95% d'entreprises qui en disposent, donc soit de l'Azure, soit de l'Active Directory. Sécuriser les comptes aux privilèges, donc sécuriser des comptes PAM, et bien sûr, donc parfois on peut offrir des managed services pour gérer ce cloud. Donc dans ce schéma, ce que j'essaye de montrer, c'est une architecture, un environnement typique d'une entreprise où l'on va retrouver des applications qui sont on-prem, donc de l'AD, du SAP, des mainframes par exemple, des bases de données, mais aussi on va avoir des applications dans le cloud, notamment l'Azure AD, l'Office 365, donc toute la gamme, je dirais Microsoft qui dont une entreprise se dispose. D'autres applications dans le SaaS, des plateformes dans le cloud. Donc, c'est un mix, je dirais, d'applications on-prem, d'applications dans le cloud, et on est vraiment dans un modèle hybride. Donc, ce qu'on pense, et comme on avait dit, parmi les solutions que l'on a proposées pour cette migration, pour cette adoption du cloud, donc c'est la gestion de notre déploiement Azure et Active Directory, la gestion des données que l'on va transférer d'un AD à l'Azure AD, offrir ces outils unifiés d'administration pour gérer les deux différents systèmes avec leur propre modèle de sécurité. Par la suite, donc, gérer les comptes à haut privilège dans les différents systèmes. Par gérer les comptes, c'est-à-dire on va gérer les mots de passe de ces comptes à privilège, on va gérer la rotation de ces mots de passe dans ces différents systèmes, mais aussi offrir donc un monitoring sur les sessions. Qu'est-ce que je peux faire avec ce compte à privilège? Et bien entendu, donc bloquer, autoriser l'exécution des commandes, des tâches spécifiques dans des sessions qui sont assez sensibles et accessibles par ces comptes à privilège. Et par la suite, donc, offrir cette solution d'AJA unifiée qui va adresser donc l'ensemble des applications, qui va synchroniser l'ensemble des applications, qui va gérer l'ensemble des applications, soit en provisioning, soit en déprovisioning, et cela donc va impacter l'utilisateur et les comptes qui sont distribués. Maintenant, si on fait un focus sur le sujet, ou je dirais l'objectif de cette session, qui est qu'est-ce qui est meilleur pour vous, what's right for you, en termes de stratégie, en termes de solutions d'identity and access management. Donc, ce que j'avais proposé aujourd'hui, ce que j'ai à proposer, c'est trois différentes approches. La première sont l'IGA ou l'identity management pour le cloud, l'identity management depuis le cloud, ou l'identity management dans le cloud. Donc, commençons tout d'abord par, je dirais, l'identity management pour le cloud. Qu'est-ce que c'est, en quoi cela concerne, et quels sont les avantages, je dirais, les inconvénients de chaque type de stratégie. Donc, dans cette approche, ce qui est important, c'est tout d'abord d'impliquer l'identité dans la sécurité. C'est-à-dire l'identité, elle est au cœur de toute transformation numérique. L'identité, elle est au cœur de la sécurité. Les organisations peuvent bien entendu gérer des déploiements d'identité unifiés, hybrides et dans le cloud à partir d'une seule interface et avec un seul ensemble de politiques, avec un seul ensemble de règles, avec un seul ensemble des workflows d'approbation, des workflows de provisioning, en accordant bien entendu une visibilité totale sur les droits, sur les autorisations, sur les données et les applications des utilisateurs. Peu importe bien entendu de l'endroit où ces utilisateurs ou ces applications se trouvent. Donc comme mentionné précédemment, je dirais dans les précédents slides, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont dans cette initiative de changer, d'aller vers le cloud. Donc cette stratégie, je dirais, elle conduit à avoir des identités et des comptes, des autorisations, des permissions dans les clouds. C'est-à-dire, on va avoir aussi des comptes que l'on va créer dans une application SaaS. On va avoir aussi des comptes que l'on va créer dans les plateformes cloud qui sont existantes. Et ces comptes et ces stratégies et ces autorisations, bien sûr, nécessitent aussi de la gouvernance, de la même manière que l'on gère aussi, que l'on donne de la gouvernance aux différentes applications. Et nécessitent aussi de l'administration et la gestion tout simplement des cycles de vie de ces utilisateurs
pour assurer un process de l'arrivée, de changement et de départ. Donc, je voudrais m'assurer que quand il y a un utilisateur qui rejoint une organisation, ses comptes vont être provisionnés et dans les applications on-prem, mais aussi dans les applications qui sont dans le cloud. Et de la même manière, quand il y a un changement ou quand il y a un départ, donc il faut que je m'assure des provisionings, des différents accès, différentes permissions dans les différents systèmes. Je voulais donner un exemple, un bon exemple, je dirais, d'un client. C'est une multinationale française qui est dans le domaine de la sous-traitance des services, où ils possèdent un environnement hybride comme de l'AD. Ils ont aussi de l'SAP et aussi des applications cloud comme Azure AD, Office 365 et bien entendu d'autres applications cloud. Ils ont donc adopté cette stratégie pour avoir les mêmes outils d'administration qui traitent donc de la gouvernance et de l'administration de l'identité. Un des cas d'usage et le défi que j'avais vu consistait à connecter justement des données autoritaires non standardisées et qui contenaient plus de 200 par exemple systèmes de ressources humaines. C'est-à-dire l'idée c'était voilà d'assurer une harmonisation entre les différents systèmes de ressources humaines et justement ces systèmes existaient en mode on-prem mais existaient aussi en cloud. Donc on a pas mal aussi d'applications SaaS qui offrent aux ressources humaines la possibilité donc de saisir les identités, de gérer tout simplement une identité au sein d'une entreprise. Donc comme nous le savons, ces systèmes, je dirais, jouent un rôle clé dans la gestion ou le programme de gestion des identités et des accès, car ils sont généralement source de l'information et source autoritaire de l'employé, de l'identité. Ils donnent aussi des informations sur la correspondance hiérarchique, donc qui est mon manager, qui est mon responsable de département. Ils donnent aussi des informations sur les métadonnées, donc à quelle appartenance géographique, à quelle appartenance départementale, à quelle appartenance tout simplement de service, de centre de coût l'utilisateur donc dispose. Et bien sûr, le fait d'avoir ces métadonnées, on va par la suite hériter des permissions en fonction de mon département, en fonction de mon rôle métier. Donc toutes ces informations vont être générées, vont être fournies de la part des systèmes de ressources humaines. Et le fait de disposer justement d'une plateforme d'AGA qui est standard, de politiques qui sont identiques, que ce soit pour créer des projets de synchronisation entre ces différents sources autoritaires ou ces différents systèmes RH, et à l'aide bien sûr des outils, donc des mêmes outils qui vont gérer ces systèmes, ils ont aidé ce client donc à unifier en quelque sorte la gouvernance et à se conformer aux différentes réglementations applicables aux différents systèmes, qu'ils soient bien entendu on-prem ou dans le cloud. Donc, on a parlé justement de l'administration. On a cité l'administration dans l'IGA qui permet de gérer le cycle de vie de l'utilisateur. Mais l'administration peut être considérée d'un autre point de vue ou considère d'un autre point de vue la coexistence, je dirais, des plateformes cloud et on-prem. En réalité, le passage au cloud, je le pense vraiment, n'est pas un scénario de Big Bang. C'est-à-dire, on va pas, où il n'est pas vraiment évident de se débarrasser de tous nos systèmes, de toutes nos applications on-premise. Et souvent, il n'existe pas de version cloud qui puisse donc remplacer le système traditionnel legacy. Un exemple que je cite ici, c'est et ce que je vois souvent, de nombreuses organisations déploient aujourd'hui l'Azure AD, l'Office 365. Mais est-ce que Azure AD peut-il remplacer notre Active Directory traditionnel? La réponse courte est malheureusement non. L'Azure AD n'est pas conçu pour justement être une version cloud de l'AD. Ce n'est pas le contrôleur de domaine qui donnera et fournira exactement les mêmes fonctionnalités et capacités. Il fournit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais d'une autre manière qui est complètement différente. Donc la réalité est que les organisations sont toujours dans un mélange et une configuration qui est complètement hybride, et le fait de disposer d'un même outil d'administration, des mêmes interfaces et des mêmes politiques et règles d'administration, et consolider aussi le modèle de sécurité pour ces systèmes on-prem et cloud, va réduire certainement donc la complexité, va faire gagner donc beaucoup de temps à nos clients et bien sûr augmente la sécurité au sein d'une organisation. Donc voilà, pour résumer cette première approche, c'est comment
l'IGA pour le cloud, c'est étendre en quelque sorte les fonctionnalités que l'on applique aujourd'hui pour nos applications, aussi pour les applications qui sont dans le cloud. Maintenant, on va dans la deuxième approche qui est depuis le cloud. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, quand on pense à cette administration dans l'IGA, l'activité qui prédomine, je dirais, mon esprit, c'est le cycle de vie de l'utilisateur, de provisioning, reprovisioning et déprovisioning des comptes et des utilisateurs dans les différents systèmes. Donc, il y a de nombreux secteurs en fait dans lesquels ces activités du cycle de vie sont très importantes à une certaine saison. Donc, il y a des périodes où on va avoir beaucoup de tâches de provisioning, il y a des périodes où on va avoir beaucoup de tâches de déprovisioning. L'exemple que je voudrais citer, c'est dans l'enseignement supérieur, par exemple. Vous pouvez imaginer le nombre de nouveaux étudiants, de professeurs, d'employés qui doivent être provisionnés dans les différents systèmes juste avant le début de la nouvelle année scolaire. Au début, par exemple, ou à la fin de chaque semestre, ces activités, je dirais, sont fortement sollicitées. Ainsi, lorsque vous pensez à votre solution d'IGA qui va automatiser justement ces activités pour vous, on va imaginer, bien entendu, la quantité de puissance ou la quantité de ressources qui est nécessaire dans ces temps de haute saison. Mais pendant le reste de l'année, ce système n'aura peut-être pas besoin de toutes ces ressources qui sont parfois très coûteuses pour fonctionner. C'est un exemple parfait justement pour envisager une solution d'IGA depuis le cloud ou le cloud hosted. Et grâce bien sûr aux technologies de virtualisation, de containerisation, vous pouvez beaucoup mieux planifier et créer un bon budget, budgétiser en quelque sorte les ressources affectées à ces activités et permettre au système une adaptation, une flexibilité en cas de besoin, bien sûr, de réduire ses ressources quand on est dans ces phases qui ne sont pas, où les activités ne sont pas très sollicitées. Donc, dans l'ensemble, cette décision pourrait vous donner beaucoup plus de souplesse et même vous faire économiser de l'argent à long terme. Un autre aussi exemple où l'on a cette approche depuis le cloud, c'est un exemple d'un client qui avait besoin ou qui avait des besoins complexes en raison d'une dépendance avec des systèmes SAP on-prem. Donc, il ne pouvait pas bien entendu avoir une version SAP dans le cloud. Il y avait des besoins très complexes et une solution SaaS, purement SaaS, IGA ne pouvait tout simplement pas répondre à ces besoins. Donc, ils voulaient quand même profiter des technologies cloud et donc opter pour une solution hébergée dans le cloud. Bon, Identity donc a réussi à automatiser, à renforcer, je dirais, la sécurité de SAP, qui exigeait auparavant un effort administratif et très intense. Donc, un autre élément à prendre en compte est de savoir si vous avez l'expertise aussi en interne pour construire, configurer, maintenir votre solution de gouvernance. On sait très bien donc ce sont des systèmes qui nécessitent une administration assez poussée, qui nécessitent aussi parfois beaucoup d'adaptation pour répondre aux besoins de métier. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est est-ce qu'on a en interne ces ressources qui vont assurer la continuité de ce service et qui vont assurer donc la bonne gouvernance de mes systèmes. Donc, dans le cas contraire, une solution avec cette approche depuis le cloud pourrait convenir parfaitement. Donc, nous avons des partenaires. Il existe donc des partenaires qui offrent cette notion de managed services et qui peuvent effectuer justement toutes ces activités, toutes ces tâches pour le client et les organisations. En troisième lieu, donc l'approche dans le cloud. Justement, lorsqu'on parle dans le cloud, il faut absolument l'examiner d'un œil très critique. La première chose à comprendre, quand un éditeur dit qu'il est SaaS et qu'il a une solution de le cloud, qu'est-ce que cela vraiment signifie? Parce que cela peut être défini d'une manière complètement différente. Et la façon dont il est défini peut vraiment avoir un impact sur vos stratégies à long terme. Donc, il est donc très essentiel de comprendre la signification de ce que ça veut dire une offre SaaS quand on est confronté à ce genre de discussion. Dans le domaine, et bien sûr, je vais citer dans l'exemple ou dans ce que c'est une offre SaaS, deux types d'offres, deux types de solutions. Donc, dans le domaine de l'IGA, ces deux solutions peuvent soit
être une solution complètement SaaS, et je vais expliquer un peu quelle est la différence avec une solution qui est hébergée ou qui est tout simplement hostée dans la cloud. Donc, la première solution en mode hébergé, donc en fait, il y a une grande différence entre ces deux solutions. Une solution AJA, je dirais, hébergée dans le cloud, et en fait une offre modifiée d'une version on-premise. C'est-à-dire, on va tout simplement modifier cette version qui existe en-prem pour la mettre dans le cloud, dans des infrastructures, et puis proposer le service par la suite. En quelque sorte, je fais référence à ce qu'on a cité dans la deuxième approche dans les slides précédents. Donc, à savoir la possibilité de prendre une solution on-prem et via les conteneurs, via la virtualisation, on peut la mettre dans Azure, en AWS et la déployer chez les clients. Mais cette solution Cloud Hosted AJA n'est pas nécessairement conçue, je dirais, à la base pour le cloud. Il s'agit généralement d'un tenant seul, d'un single tenant, ce qui signifie que chaque client va avoir sa propre instance, va avoir sa propre unique image. Bien entendu, cette solution est plus proche, je dirais, a beaucoup de parité en termes de fonctionnalité, comme c'est une version on-prem qui est modifiée. Donc, on va retrouver plus ou moins toutes les fonctionnalités que l'on a dans une version on-prem classique. Et donc, en ce sens-là, ça peut présenter bien entendu un avantage qui permet donc de répondre à tous les cas d'usage, qui permet de répondre à tous les besoins d'une organisation. Dans ce mode, bien entendu, comme on avait vu précédemment, il y a voilà un partenaire qui peut offrir du managed services, donc on peut avoir une prise en charge par un tiers pour gérer la solution d'AJA pour le client ou pour vous. Les challenges, je dirais que je vois. Donc, en termes de mise à jour, l'éditeur va se charger lui-même des upgrades, va se charger. Est-ce qu'il va se charger, je dirais, de la maintenance, ou est-ce qu'un partenaire peut fournir ce service? Donc, cette approche, qui est une solution hébergée dans le cloud, permet également une plus grande personnalisation et customisation. C'est-à-dire, on va avoir cette possibilité de modifier les cas d'usage, on va avoir cette possibilité de modifier les process, et comme je disais, donc on va s'adapter aux besoins, on va répondre à tous les besoins du client, et on ne sera pas limité par les fonctionnalités. Donc, on va conserver, je dirais, le même type de cas d'usage, et puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les gérer dans une infrastructure qui est dans le cloud, donc il n'est pas peut-être la nôtre. Et le grand défi, le challenge de cette approche concerne donc la capacité de l'éditeur à adapter le support des versions, par exemple, déployées. Est-ce que tous les tenants, est-ce que tous les clients vont avoir la même version? S'il y a une version spécifique personnalisée, est-ce que l'éditeur est en mesure de supporter et maintenir cette version pour chaque client? S'il y a des correctifs, par exemple, comment il va les déployer? Donc, ce sont les questions, je dirais, qu'on doit se poser lorsqu'il s'agit de cette approche. Maintenant, et d'une autre part, l'autre approche, c'est les Cloud Architected AJA. C'est souvent ce qu'on le considère traditionnellement comme le SaaS, c'est-à-dire le type de solution à architecture dans le cloud. Il s'agit de solutions qui sont des offres spécifiques, utilisant des solutions modernes de type architecture dans le cloud, donc ils sont conçus pour être ou tout simplement mis dans le cloud. Donc elles sont généralement centrées sur l'idée des microservices. Donc il y a un principe de microservice qui est défini dans ce type d'offres. Et donc ainsi, au lieu je dirais, de déployer une seule application logicielle complète, cette application est décomposée en services ou des fonctions individuelles qui sont complètement distinctes. Et donc, dans le domaine ou dans le monde de la JA, il pourrait y en avoir un microservice relatif à la gouvernance, par exemple, un microservice relatif à la recertification, un autre relatif à la demande d'accès, ou un microservice pour fournir une liste de connecteurs et gérer donc les provisioning. Et donc, vous obtenez ces services et vous pouvez les interconnecter. Donc, c'est des services qui peuvent soit communiquer entre eux, qui peuvent être déployés séparément, mais qui peuvent aussi interagir entre eux pour travailler donc tous ensemble. Ce type de solutions sont généralement
le cloud architecture d'AGI, donc c'est généralement multi-tenancy, ce qui signifie que c'est une seule base de code partagée pour tout le monde. Elles sont bien sûr toutes identiques, donc tous ces tenants ils sont identiques, ils vont avoir exactement la même version, ils vont avoir exactement la même configuration, et cela bien entendu va présenter un avantage. C'est-à-dire lorsqu'il y a des mises à jour à déployer, lorsqu'il y a de la maintenance à effectuer, cela arrive bien sûr à tout le monde et en même temps et très rapidement et bien entendu par opposition à l'approche précédente. Donc ces types de solutions sont encore, je dirais, immatures. Elles ne sont pas encore riches en termes de fonctionnalités qu'une solution on-prem. Euh, euh, ce qui peut avoir quelques contraintes. Hein. Généralement, dans des solutions SaaS IGA, le client est limité à ce que, je dirais, l'éditeur considère comme les best practices, parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à tous les cas d'usage. Donc, on va pas pouvoir répondre, on ne va pas pouvoir configurer tous les processus, tous les workflows que l'on souhaite avoir, et on va être limité à ce qu'un éditeur va proposer. Et comme on ne peut pas les personnaliser, bien sûr, on sera toujours orienté par l'éditeur pour adopter justement ce modèle. Donc, mon conseil, c'est d'éviter le passage direct et de dire aujourd'hui, nous sommes on-prem, demain, nous allons changer directement pour le SaaS. Faire cela peut présenter parfois un risque très important et vous impose à vous soustraire à l'approche et à la stratégie de l'éditeur. Et souvent, lors de ces changements, vous serez forcé à sacrifier, je dirais, quelques cas d'usage et des exigences en termes d'IAM qui peuvent pas être satisfaites aujourd'hui avec des solutions dans le cloud. Donc, plutôt, c'est adopter une approche, je dirais, progressive et hybride sur la voie du SaaS. Je veux citer, nous avons un client, une multi, pareillement nationale suisse dans le domaine de l'agroalimentaire. Ils ont justement adopté cette approche. Ils disposent de la solution d'AGI on-prem qu'ils ont depuis des années, mais ils ont constaté qu'il était nécessaire de commencer et de commencer à connecter, à gérer aussi les applications qui sont dans le SaaS. Ils ne trouvaient pas idéal donc l'ouverture, je dirais, des connexions d'applications en interne au SaaS. Ils voulaient une meilleure approche pour y parvenir. Ils ont donc opté pour un service ou un microservice SaaS afin de gérer les connecteurs, afin de gérer la connectivité, le provisioning des applications SaaS. La communication entre ce microservice et la JA se faisait, donc la JA on-prem, se fait via Scheme et c'est le microservice qui va se charger donc pour communiquer avec les autres différentes applications SaaS. Donc, il va se charger du mapping et de toutes les notions. Donc, c'est plus sûr et plus facile à déployer et cela bien sûr a fourni une meilleure architecture et une meilleure flexibilité pour ce client. Un autre exemple, c'est cette notion ou cette approche va permettre la possibilité aussi de dialoguer ou d'utiliser plusieurs microservices de plusieurs éditeurs. Un exemple que je vois très couramment, c'est l'utilisation de l'ITSM comme étant une interface, par exemple, corporate pour faire les demandes. Donc, on a des clients qui utilisent des microservices, par exemple, de ServiceNow pour placer les demandes. Et derrière, donc, ils vont utiliser les microservices de One Identity pour aller gérer la gouvernance, pour aller gérer le provisioning dans les différentes applications. Donc, cette approche permet aussi on ne sera pas bloqué, donc on peut choisir en fonction de nos besoins et en fonction de la maturité au long terme. Alors, il me reste quelques minutes. Donc, brièvement, les mêmes principes que l'on avait vus pour la partie IGA s'appliquent aussi pour la partie PAM. Donc, le PAM pour le cloud, c'est comment tout simplement appliquer l'initiative de PAM et gérer et sécuriser ces systèmes qui résident dans le cloud, donc les applications SaaS, les infrastructures dans le cloud, des applications, des systèmes très sensibles qui sont dans le cloud. Et bien sûr, on va avoir des challenges. Pour bien sûr répondre à ces challenges, nous devons assurer une gestion complète et totale du cycle de vie des comptes à privilèges et donc garantir le provisioning, le déprovisioning, la sécurisation justement de l'accès aux applications, le monitoring et le reporting des sessions et bien sûr donc la gestion des vaults et des secrets dans les DevOps et HOD.
Le PAM dans le cloud, cette approche, en fait, elle est, je dirais, elle n'est pas encore mature. Le PAM dans le cloud, ou depuis le cloud, c'est un marché qui est très nouveau. Euh, le marché SaaS, je dirais, il est toujours à ses débuts dans cette partie-là. Nous commençons à avoir différents types de solutions de déployer dans ce domaine, mais c'est encore relativement, je dirais, nouveau. C'est pourquoi les clients doivent être prudents, comme les risques sont bien plus importants, parce qu'on a des comptes à privilèges derrière. Maintenant, les questions qu'il faut se poser, est-ce que je veux vraiment mettre les clés de mon royaume en dehors de mon royaume? Bien sûr, on peut avoir et parier si on tient vraiment à avoir une approche complètement cloud. Donc, on peut mettre nos solutions PAM dans des systèmes qui sont hardenés et bien entendu, donc on va gérer une certaine sécurité par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui est encore nouveau, qui est encore immature sur la partie PAM dans le cloud. Maintenant, chez One Identity, on est prêt pour justement aborder ces migrations. Il y a un exemple de 40 connecteurs aujourd'hui qui sont disponibles et pour aller gérer dans les différentes applications dans le cloud. On est prêt en termes de cloud. On va supporter le cloud hybride, le cloud compatible. On peut commencer à accompagner pendant la migration, avant la migration, pendant la migration et même après la migration dans le cloud. Donc, soit en gérant, comme je disais tout à l'heure avec Active Roles, la partie AD, Azure AD, Safeguard pour gérer la partie des comptes à privilèges et Identity Manager pour aller gérer la gouvernance. Et bien sûr, on va avoir des microservices qui vont se représenter dans l'offre Starlink. Donc, juste un exemple de ce qu'on aujourd'hui on présente en termes de cloud. Donc il y a voilà une présence dans les différentes marketplaces. On a le Starlink Connect pour gérer toutes les applications dans le cloud et bien sûr les possibilités de virtualisation et de containerisation. Donc, il me reste, je crois, quelques minutes. En termes de conclusion, et sur ces trois différentes approches. Donc, l'IGA pour le cloud, l'importance, c'est que le programme IAM qui est mis en place va supporter nos habilitations, nos permissions, nos comptes, nos groupes qui sont définis dans le cloud. Nous n'allons pas réinventer l'IGA, nous n'allons pas recréer ou avoir une deuxième solution redondante pour gérer justement ces applications cloud. Nous allons pas redéfinir les différentes politiques de gouvernance d'entreprise pour les adapter justement à ces applications cloud. Principalement, l'idée c'est d'étendre justement ce contrôle d'accès, d'étendre ces règles de gouvernance pour aussi aborder et gérer les applications qui sont dans le cloud. Maintenant, l'IGA depuis le cloud, les questions qu'il faut se poser, c'est les compétences en interne. Si voilà, j'ai pas beaucoup de compétences pour gérer, pour administrer, pour mettre en place une solution IGA, donc on va avoir recours à des experts externes, à des partenaires, à des managed services pour implémenter ce genre de solutions. La considération, bien entendu, des problèmes métiers qui sont à résoudre. Le besoin de customisation poussée. Donc oui, c'est des solutions qui vont nous permettre de pousser, nous permettre de mettre en place donc des customisations très très avancées. Et bien sûr, donc l'idée c'est aussi de réduire le coût en ayant cette flexibilité sur l'infrastructure, donc pour adapter en fonction du besoin de chaque client. L'inconvénient, c'est toute la partie maintenance, c'est la partie mise à jour qui peut être très fastidieuse dans le sens où il faut savoir est-ce que l'éditeur va prendre en charge, comment il va prendre en charge ses maintenances, ses mises à jour, ses correctifs dans les différentes instances qui peuvent exister entre les différents clients. L'IGA dans le cloud, comme je le disais, donc il est toujours à ses débuts, mais qui commence à prendre beaucoup de maturité. L'approche à prendre, c'est une approche très prudente. Il faut voir donc quels sont, si jamais je décide de partir plus tôt que dans cette approche, donc voir quels sont les cas d'usage que je suis prêt à sacrifier, mais on a cette possibilité bien sûr de pouvoir utiliser différents microservices par différents éditeurs pour répondre à un besoin qui s'adapte donc à mon organisation et à mon besoin général. Donc des avantages et des inconvénients pour les trois différentes approches.
Ce qu'il faut faire, je dirais, il faut pas négliger ce que vous avez déjà en place. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Voir tout l'effort qui a été fait, tous les process qui sont construits, faire des workshops. Donc il faut étudier cette possibilité, oui, analyser comment je migre, analyser comment j'opte pour une solution différente qui est en mode SaaS ou en mode hébergé. Prenez le temps pour définir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond à vos attentes, ce qui correspond au budget. Se fier parfois aussi aux analystes qui aujourd'hui favorisent, je dirais, un modèle hybride. Donc, on a parlé beaucoup avec Gartner, avec Kuehn+Nagel par exemple, et qui aujourd'hui favorise un modèle hybride parce que pour les mêmes raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure, donc ne pas réinventer la GA, utiliser les mêmes process, et puis appliquer ce qui a été défini pour justement manager, pour gérer, pour gouverner ce qui existe dans le J'arrive à terme justement de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions que l'on peut poser soit directement, soit dans le chat. Je crois qu'il en reste Dans 5 le minutes. chat, en fait, ouais. Dans le chat, je vous invite à poser des questions si vous avez des questions à Hicham directement, parce que les participants n'ont pas d'accès au micro. Ok, Super session en tout cas, Hicham, super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps et ton expertise sur le sujet. avec plaisir. On va voir s'il n'y a pas des questions de la part des participants. Alors, il y a une question, y a-t-il une liaison entre l'IGA et le PAM? Absolument, absolument. En fait, la liaison, c'est le PAM, ce sont les mêmes comptes, ce sont les mêmes process qui vont s'appliquer pour ces comptes à haut privilège. Ce sont des comptes, donc un compte va être lié à une identité et bien entendu, c'est un compte qui nécessite aussi d'être provisionné. Donc oui, il y a un lien dans le sens de comment gérer aussi ces comptes à privilège, comment je vais provisionner, comment je vais les administrer, mais aussi on peut appliquer des règles de gouvernance sur des comptes à privilèges. On peut fournir des campagnes, par exemple, de recertification. On peut faire des analyses de risque via des solutions d'AGA sur des comptes à haut privilège. Merci. Alors j'ai une autre question, mais c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une interrogation. Concrètement, je n'ai pas trop saisi la nuance entre l'IGA depuis le cloud et l'IGA dans le cloud. En fait. Merci beaucoup Question de pour Michael. Merci beaucoup pour la question, très intéressant. Donc en fait par l'AGA depuis le cloud ou l'AGA dans le cloud, je voulais montrer deux différentes approches. Donc depuis le cloud, on est en mode service manager, donc on est plutôt un hébergement de mes services, de mon infrastructure dans des plateformes cloud. L'AGA dans le cloud, c'est plutôt en mode SaaS, donc on est plus cloud architected IGA, c'est-à-dire c'est des solutions qui sont dessinées, qui sont conçues pour être dans le cloud, contrairement donc à l'autre, l'IGA depuis le cloud, c'est une adaptation, je dirais, d'une version on-prem pour l'héberger dans des plateformes cloud. Okay. Il nous reste 2 minutes, à voir si on a d'autres questions. Je voulais justement laisser les 5 dernières minutes pour des questions, mais en tout cas j'ai laissé aussi le lien sur oneidentity.com. Il y a aussi beaucoup de documentation, on a des datasheets, on a des vidéos, on a beaucoup d'expertise, beaucoup d'éléments que l'on peut bien sûr fournir. Donc n'hésitez pas soit aujourd'hui à nous poser la question, soit aller donc sur le site pour récupérer l'ensemble des informations. Ok, moi je vous remets le lien pour accès aux partenaires. Lien pour les.
Et puis, bah, écoute, je pense que on n'a plus d'autres questions. Ce que je te propose, Issam, c'est qu'on arrête là. Et puis, pour les participants, donc là, c'est la pause. Donc, on a en fait une pause entre donc midi 15 jusqu'à 13h30. Et puis, on va reprendre donc à 13h30 avec One Login, donc avec l'IAM pour les employés et les partenaires et clients. Merci beaucoup, Hicham, pour cette intervention intéressante. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention et au plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.